Madame, Monsieur, bonsoir. Cette semaine, il y a des messages qui ne trompent pas. À Bruxelles, d'abord, l'Union européenne parle d'une seule voix en faveur du dossier du Sahara marocain. C'est un communiqué commun. Et quand l'Europe écrit noir sur blanc, c'est qu'un cap est assumé. Le Maroc, de son côté, ne joue pas la surenchère. Il avance. Comme l'a rappelé Nasser Bourita, le Royaume veut aller plus loin avec l'UE, construire un partenariat plus solide, plus stratégique, plus résistant aux crises. À Paris aussi, le message est clair. Le Maroc et la France sont devenus des partenaires de premier plan. Sur un tout autre terrain, le sport, on retrouve malheureusement les mêmes vieux réflexes. La CAF, encore une fois, au cœur de décisions qui interrogent. Et pendant qu'on débat sur le terrain, l'État agit sur instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Les forces armées royales sont mobilisées en urgence à Ksar el-Kbir après les inondations, et ce pour venir en aide aux familles sinistrées. Des dossiers très différents, mais un même fil conducteur. La confiance se construit dans les actes, pas dans les discours. C'est ce que l'on va débriefer ensemble ce soir avec mes invités. D'abord en plateau, Rachid Boufous, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est à vous de l'accepter. Avec nous également, professeur Mostafa Srimi, bonsoir. Bonsoir. Et c'est un plaisir de l'accueillir depuis Antibes, dans le sud de la France. Lino Bacco, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir à vous tous, merci de l'invitation. Et depuis Casablanca, Hicham Ben Saïd Alaoui, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Nous allons ouvrir donc ce débrief par de la diplomatie. L'Union européenne qui considère qu'une autonomie véritable pourrait représenter l'une des solutions les plus réalisables aux différents régionales du Sahara marocain, communiqué conjoint des 27 qui a été donc publié hier à l'issue de la 15e grande commission mixte Maroc-UE. C'est la première fois que l'Union européenne s'exprime de manière aussi convergente et réaliste sur ce dossier sensible. Mostafa Srimi, je voudrais vous interpeller sur ce mot réalisable. Qu'est-ce qui change concrètement ? Ça ne change pas, c'est-à-dire que c'est la seule solution qui est praticable, qui peut être menée à bonne fin sur le terrain, conformément d'ailleurs aux résolutions du Conseil de sécurité. Pour la position de l'UE que vous avez évoquée, c'est intéressant de préciser un certain nombre de points. Jusqu'à maintenant, on a eu un processus de reconnaissance de la marocanité des provinces sahariennes par chacun des États membres suivant des modalités variables. Pas tous les 27. Pas les 27, on avait mais une majorité. Certaines positions, notamment pour les dernières années. L'Allemagne, c'est important. L'Allemagne, important. La France, avec ce qui s'est passé et donc le coup d'accélérateur donné. J'ajoute l'Espagne, j'ajoute un certain nombre de pays européens, etc. Mais il manquait une convergence d'approche pour ce qui est de la question nationale et en particulier pour ce qui est d'accords économiques et commerciaux intégrant les provinces sahariennes. Il faut dire que, quand même, c'est la fermeté de la position royale sur cette question qui a été un élément qui a pesé dans ce sens-là. Vous savez, ce discours de Sa Majesté il y a 3 ans, disant c'est au prisme de la position de chacun sur la question nationale et des provinces sahariennes que nous aurons des rapports normalisés de coopération, soit avec des partenaires traditionnels européens, soit avec d'autres. Alors, il y a eu tout un travail de maturation au niveau de Bruxelles, accéléré d'ailleurs, il faut le dire quand même, par la prise de position américaine de décembre 2020 du président Trump. C'est extrêmement important. Et ça a été un facteur qui a conduit un certain nombre de capitales européennes qui étaient réservées, voire hostiles dans un certain nombre de cas, à prendre en compte les nouvelles données de la question nationale. Je crois que c'est important. Le Maroc s'est beaucoup mobilisé à cet égard pour qu'il y ait une convergence d'approche au-delà des positions étatiques des uns et des autres. C'est fait maintenant, c'est une maturation, c'est une capitalisation. Un tournant politique ou un alignement pragmatique, Mostafa Srimi ? Les deux. Les deux, si vous le permettez, c'est un tournant politique parce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a des cultures, des positions, des intérêts qui ne sont pas toujours convergents, avec notamment, pour certains, des positions intéressantes sur
avec l'Algérie. Je pense au rapport particulier de coopération entre l'Italie et l'Algérie, d'autres pays, etc. Donc il y a une évolution, une convergence. Et ce pragmatisme, C'est parce que quand vous parlez de l'Algérie, il y a des intérêts aussi des pays européens envers ce pays du Maghreb. Vous avez raison de le relever, c'est pragmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des réalités internationales que l'Union européenne et les 27 États membres ne peuvent pas évacuer et qu'il faut donc les prendre en considération. C'est ça le pragmatisme et on peut que s'en féliciter. S'en féliciter et puis tracer aussi la feuille de route pour l'avenir. Donc, fait intéressant pour cette 15e commission mixte Maroc-UE, la présence du chef de la diplomatie, qui n'était pas anodine, cette présence de Nasser Bourita à Bruxelles hier jeudi, et qui déclara à l'issue donc de cette rencontre et de ce communiqué conjoint que le Maroc est fermement déterminé à avancer main dans la main avec l'Union européenne pour un partenariat plus profond, plus stratégique et plus résilient. Le Maroc ne parle plus de voisinage, mais de co-construction stratégique. Qu'est-ce qui rend ce partenariat plus stratégique qu'avant, Mostafa Sahimi? Parce que le Maroc est toujours pionnier pour la construction d'un co-développement partagé avec l'Union européenne. Je vous signale que les premières propositions de partenariat privilégié du Maroc remontent à juillet 1995, il y a 30 ans. C'est le Maroc qui a toujours été pionnier pour d'un nouveau type de relation avec l'Union européenne. Il y a eu un certain nombre de séquences, etc. Et le Maroc est là, il a un dossier, il a un plaidoyer, il a des arguments. Et l'Union européenne a fini par donner suite aux propositions marocaines, qui sont d'ailleurs celles aussi des pays sud de la Méditerranée. C'est extrêmement important. Et sur ce plan-là, il a été un éclaireur. C'est comme ça que la Tunisie, 2 mois après, également s'est inscrite dans ce processus en 1995, et puis qu'il y a ce partenariat rénové, avec un partenariat maintenant, on dit qu'il doit être approfondi quant au contenu et approfondi également quant au périmètre. Sur ce plan-là, donc, c'est un acquis de la diplomatie marocaine. 1. 2, c'est l'adhésion des 27, c'est extrêmement important comme bloc, c'est-à-dire l'addition des 27, mais ça donne au total une position commune de Bruxelles sur la question nationale. Est-ce que cela peut aussi peut-être influencer certains pays des 27 qui ne s'étaient pas encore alignés? Le fait qu'il y ait ce communiqué commun avec la position que vous avez évoquée de l'Union européenne montre qu'il y a eu des avancées d'un certain nombre de pays que j'évoquais tout à l'heure, qui étaient réservés. Oui, non, mais ce qui m'intéresse, c'est les autres. Mostafa Sahimi, comment vous voyez l'avenir par rapport aux autres pays des 27 qui hésitent encore? Vous parlez en dehors des 27? Non, dans les 27. Oui, dans les 27, mais ils se rallient. À titre individuel, là on parle bien sûr de cette adhésion de l'Union européenne en tant qu'un seul corps de 27, mais dans ces 27, vous avez raison de le relever. Il y a certains qui hésitent encore. Est-ce que cette décision peut changer la donne pour ces pays? Ça va peser sur leurs diplomaties respectives. Je pense à un certain nombre de pays. L'Irlande était extrêmement réservée, pour ne pas dire plus, sur la question nationale. Je pense à un certain nombre de pays nordiques qui, historiquement, ont toujours été donc en retrait et décalés par rapport aux positions de Paris, de Berlin, de Madrid, etc. Ça va peser. Puis c'est une position diplomatique de la communauté. Peut-être aussi. L'Italie, c'est plus compliqué. L'Italie, elle est sous la contrainte d'accords pétroliers d'hydrocarbures avec l'Algérie, évidemment. Ça compte dans la négociation. Mais il est bien évident que l'Italie sera moins réservée sur la question nationale par rapport, par exemple, à l'Irlande que je citais ou aux pays nordiques. Donc c'est un grand acquis. Et je voudrais souligner que c'est une mobilisation de notre diplomatie qui a conduit à cela, à marche forcée, de manière répétée, avec patience, avec détermination. Finalement, la voix du Maroc, maintenant, elle est reconnue. La marocanité des provinces sahariennes entraîne l'adhésion d'une communauté aussi importante que celle des 27, et je crois que c'est une grande avancée pour les développements futurs qui vont arriver, me semble-t-il, dans les prochaines semaines, sinon les prochains mois.
Autre actualité cette semaine, toujours diplomatique et aussi politique, avec cette visite assez inédite, assez intéressante à regarder de près. La présidente de l'Assemblée nationale française ainsi que le président du Sénat étaient en visite au Maroc. Ils ont rencontré, bien sûr, ils étaient accompagnés d'une délégation officielle, rencontrant les officiels marocains, les personnes du chef du gouvernement, des deux présidents des chambres du Parlement marocain. Et à l'issue de cette rencontre, on a d'abord cette déclaration de la présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet. La France plaide pour que l'UE signe un partenariat stratégique global avec le Maroc. Qu'est-ce qu'un partenariat stratégique global, Mustafa Sahimi? Je voudrais relever d'abord le cadre et le format de cette commission parlementaire. Il y a eu... non, il faut le préciser. C'est la première fois qu'il y a les deux chambres du Parlement français qui se réunissent avec les deux chambres du Parlement marocain. À noter au passage que aussi bien le président du Sénat, M. Gérard Larcher, que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, se sont rendus au Maroc il y a voici pratiquement un an pour réaffirmer les positions de leurs institutions respectives suite à la visite, vous savez, historique quand même, et des déclarations historiques du président Macron en août 2024. Ce qui est important, c'est cela, c'est-à-dire qu'on va au-delà du bilatéral à une chambre, etc. C'est une prise en compte globale de l'ensemble de la représentation nationale française, en contact et en rapport avec l'ensemble de la représentation parlementaire marocaine. C'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui est à l'ordre du jour? C'est un partenariat privilégié, mais ça ne suffit pas au Maroc. Il y a un partenariat privilégié d'exception. Comme ça a été dit par Sa Majesté le Roi et le président Macron en octobre 2024, c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin, il faut de nouveaux horizons, c'était d'ailleurs le thème de la rencontre, de nouveaux horizons du partenariat, et ça couvre les énergies renouvelables, ça couvre les infrastructures, la formation, les recherches, etc. Donc il y a là un immense champ de potentialités ouvrant des horizons nouveaux à ce partenariat, et c'est extrêmement important. Et puis, dernière observation, c'est un modèle de relation pour le Nord et le Sud, puisque voilà quelque chose qui est en train d'être construit par les deux pays, avec donc implication de la représentation parlementaire de chacun. Il faut ajouter que ça complète la diplomatie officielle d'État à État. C'est un secteur complémentaire qui appuie la diplomatie d'État. Il faut espérer que ça aille plus loin au niveau de la coopération partisane, des partis, etc., au niveau des universités, au niveau des associations, au niveau des collectivités locales, etc., autant de champs potentiels de consolidation de ce partenariat. Et c'était dans le cadre de ce forum interparlementaire Maroc-France, dont donc la 5e session s'est tenue donc cette semaine à Rabat. J'en parlais aussi, on va peut-être revenir aussi sur cette déclaration de Gérard Larcher, le président du Sénat français, qui parle d'un monde en plein bouleversement où le Maroc et la France sont devenus des partenaires stratégiques de premier plan. Fait intéressant, dans la déclaration de nos chefs de la diplomatie aussi, il y a ce mot de résilience. Rachid Boufous, pourquoi, que peut-on comprendre par cette déclaration dans un monde en plein bouleversement et cette distinction de la relation Maroc-France pour dépasser et pour être résilient face aux crises? Je pense que c'est beaucoup plus le Maroc qui a acquis une stature géostratégique très importante à l'état actuel, dans les bouleversements du monde actuel, beaucoup plus que la France. Et aujourd'hui, le Maroc est très convoité par beaucoup de puissances, notamment justement la plus grande puissance, à savoir les États-Unis, qui aujourd'hui a ouvert, il faut le dire, un grand boulevard devant les aspirations du Maroc, et toutes les nations européennes qui étaient très réticentes, elles ont suivi ce qu'a décidé le président Trump par rapport à notre intégrité territoriale, ce partenariat que veut faire justement les États-Unis avec le Maroc, surtout le renforcer. Moi, je ne serais pas surpris de voir très prochainement, même au moyen terme, que le Maroc intègre, par exemple, le commandement de l'OTAN. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi se faire. Pardon ? C'est difficile. C'est quelque chose qui peut se faire,
Rien n'est difficile avec Trump aujourd'hui, rien n'est difficile. On disait qu'aujourd'hui... Permettez-moi d'être d'un avis différent. Il Si je n'est peux pas terminer. envisageable. On peut peut-être le laisser terminer son propos. Non, mais ça va très bien. On le laisse terminer. Vous avez. Voilà. mon propos. On le laisse terminer, Mustafa Sahimi. Je ne peux pas finir ma phrase. Non, on le laisse peut-être finir son propos et son idée et sa phrase. Ça, c'est tahakoum, ça. Oh non, c'est la gestion de débat. J'ai dit que je ne serais pas surpris de voir aujourd'hui que le Maroc accède à un commandement de l'OTAN, comme ça a été le cas pour la Turquie, face à une Europe qui était réticente après la Deuxième Guerre mondiale, mais la Turquie est un membre de l'OTAN. Hein. Oui, mais je dis qu'elle est arrivée assez tardivement là-dessus. Le Maroc peut aussi venir, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, la première personne qui a été invitée à signer donc la charte du nouveau Conseil de la paix voulu par Trump, c'est le Maroc. C'est quand même regarder le Maroc aujourd'hui qui revêt une importance géostratégique c'est-à-dire importante aux yeux des États-Unis, mais aujourd'hui le reste du monde... Ça n'a rien à voir avec l'OTAN. Pardon. Le Conseil de la paix n'a rien à voir avec l'OTAN. Si je peux terminer, encore une fois, nous sommes au Maroc sur 2 mers. Nous contrôlons le détroit de Gibraltar. Nous sommes aujourd'hui face au bouleversement du monde, dans une situation très enviée et très enviable, d'accord ? Donc c'est pour ça que je dis, il se peut, encore une fois, je n'affirme rien, mais je dis que l'intérêt géostratégique du Maroc, il est vu sous cet angle par les Américains, et il est vu aussi par ses alliés européens, et ça repositionne le Maroc dans un hub géostratégique important dont on ne peut pas aujourd'hui se passer. C'est ça que je dis aujourd'hui, et c'est très important, et c'est dû aussi à cette diplomatie justement marocaine très active, qui pendant très longtemps s'était tue. Aujourd'hui, elle va vers même les gens, les ennemis de la cause nationale, pour convaincre, pour parler, pour raconter notre récit qui n'a jamais changé depuis des millénaires, mais il fallait le réactualiser. Et cette ouverture économique, justement, on a assisté il y a un ou 2 jours au lancement par Sa Majesté, justement, de Nador Westmed. Regardez aujourd'hui comment le Maroc se positionne à l'échelle de l'économie mondiale. Donc le Maroc devient un passage obligé sur ces routes commerciales importantes, non plus entre le sud-est asiatique et l'Europe, mais aussi avec le port de Dakhla, entre l'Amérique et l'Amérique latine et l'Afrique. Donc regardez cette vision de Sa Majesté depuis 25 ans, elle était constante. Elle a permis au Maroc aujourd'hui d'être vu autrement. Et c'est pour ça que d'ailleurs il est jalousé, même par de grandes puissances. Pas parce qu'il représente... Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Je dis cela dans le sens dans les faits. Quand je vois le changement d'attitude de tous ces pays européens, comme par hasard, deviennent beaucoup plus amènes avec le Maroc. Alors que pendant très longtemps, il faut le rappeler... Mais il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Ça ne prend rien dans la diplomatie. Mais dans ces intérêts, il y avait une seule puissance qui nous a toujours aidés, c'était la France. Il ne faut pas l'oublier. Depuis la guerre du Sahara, en 1976, jusqu'à même maintenant, malgré dans l'ambiguïté et le flou, quand même, par rapport à ces positions, notamment... Ils nous ont aidés économiquement, il ne faut pas l'oublier. Nous avons une communauté de destin avec la France, mais aussi avec l'Espagne, avec le Portugal, d'accord ? Beaucoup plus qu'avec beaucoup de pays africains et beaucoup de pays arabes. D'accord ? Où nous avons vu beaucoup de réticences de leur part vis-à-vis de leur position par rapport à notre cause nationale. Et nous avons trouvé beaucoup plus d'appui justement à des gens qui sont culturellement et même de manière civilisationnelle loin de nous, mais qui nous ont aidés, supportés, qui aujourd'hui reviennent vers nous, beaucoup plus que des gens avec qui nous avons donc une communauté de génétique, de langue, de religion, etc. Voilà. Vous êtes bien remonté, Rachid Boufoss. C'est sûr. Ça fasse un commentaire, mais très rapidement, pour qu'on ouvre l'autre chapitre. Non, j'attaque personne. Sur la position de la France, j'ai une réserve sur ce que vous avez dit. La France de François Mitterrand n'a pas soutenu, comme vous le dites, les positions marocaines, ni sur le plan de la politique intérieure, ni pour ce qui est de la question nationale. Mais économiquement, M. Mitterrand nous a aidés. Bien sûr, l'économiquement. C'est le plus important. Parce que c'était des intérêts. Vous vous souvenez, dans les années 80, en pleine sécheresse,
c'était la France qui nous a aidés, notamment à acheter du blé, Oui. sous le gouvernement de M. Mitterrand. Oui, mais On ne le dit pas souvent. Mais il y avait des intérêts, des coopérations. Je parle de l'aspect géostratégique que vous avez évoqué. La séquence Mitterrand, ce n'est pas une séquence particulière de soutien au Maroc, ni de soutien de la cause J'ai nationale. bien dit un soutien économique et pas un Militaire, soutien oui, non. politique. Oui, c'est mais il y a une différent. séquence Il faut différente. écouter ce que je dis, c'est Srimi. Ben, j'écoute. Bon, alors, allez, C'est allez. vous qui Non, on va m'interrompez. pas rentrer dans Deuxième un point. dialogue. 10 secondes pour ce qui est du Maroc et l'OTAN, non. Il y a déjà, il faut le rappeler, en 2004, l'adhésion du Maroc, qui a eu un statut particulier au sein de l'OTAN, allié majeur non membre de l'OTAN. Oui. Allié majeur de l'OTAN, ça implique quoi? Un dialogue politique, un dialogue stratégique, une coopération, etc. Mais là, il y a une différence entre ce statut d'allié majeur non membre et l'autre statut qui est statut de membre de l'OTAN. Rien n'empêche à ce qu'il y ait une migration de position de l'OTAN par rapport au Maroc. Et peut-être que le Maroc pourrait aussi c'est se positionner pour C'est devenir tout. un membre de l'OTAN. Bon, en Et tout il faut cas. le souhaiter d'ailleurs. Bon, Non. alors, de la diplomatie, on va ouvrir la page. C'est une page qui est un peu triste cette semaine avec cette décision du jury disciplinaire de la CAF qui en a choqué plus d'un. La CAF, donc, qui a rendu public ses délibérations suite à cette finale désastreuse de cette 35e CAN au Maroc et qui s'est soldée donc par la victoire de l'équipe sénégalaise. Bon, c'est intéressant parce qu'on a une déclaration d'un ancien international marocain. Et Lino Bacco, je voudrais d'abord, avant qu'on analyse ce verbatim de Ferdinand, j'aimerais bien avoir votre retour par rapport à cette décision de la CAF envers, bien sûr, le Maroc, à travers sa fédération, mais aussi à travers ses joueurs, et aussi ces sanctions qui ont été prononcées à l'égard de l'équipe sénégalaise et du staff sénégalais. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, on n'a pas changé de sujet parce que c'est toujours de la géopolitique, le football aussi. Il y a beaucoup de géopolitique dans le football. Alors, ce que je voulais dire d'abord, c'est que, bon, il est vrai que la CAF a rendu, je dirais, des décisions disciplinaires pour le moins déséquilibrées, injustes, pour ne pas dire qu'elle se résume à une espèce une honteuse mascarade. Donc, par conséquent, la fédération, la FRMF, se doit de réagir en tant que membre influent de la CAF, de la FIFA. Elle dispose des canaux officiels pour répondre. Alors, primo, il faut user ses droits en déposant un appel devant la commission d'appel de la CAF, en s'appuyant sur des vidéos, sur des rapports, les incohérences dans le jugement, démontrer un vice de forme, puisque là, on ne parle absolument pas de l'abandon du terrain par les joueurs sénégalais, voire un manque de partialité. Et ce que je veux dire, c'est que même la fédération sénégalaise, elle va aller en appel aussi pour demander à ce qu'on réduise les journées de suspension de leur entraîneur, etc. Donc, pour dire. Après, bon, il y aurait le recours au TAS, au tribunal arbitral du sport. Voilà, si l'appel, je dirais, si l'appel interne n'aboutit pas, voilà, le Maroc peut porter l'affaire devant le TAS, et je pense qu'il la portera finalement, parce que je ne sais pas si après, si la commission d'appel reviendra sur ces décisions, j'en doute fort. Voilà, donc maintenant, bon, il faut éviter, je dirais, cette surenchère émotionnelle qui nous a pris, comme vous avez dit tout à l'heure, depuis le verdict. Voilà, donc il faut qu'on reste attaché à. Il faut qu'on déclare notre attachement à l'équité sportive et aux valeurs du football africain. Donc, oui, mais c'est difficile. Ça reste quand même difficile. Ça reste difficile dans le contexte actuel. Et d'ailleurs.
c'est pas nouveau. D'ailleurs, ce verbatim de l'ancien international marocain, ex-joueur emblématique du Wydad de Casablanca, Fardine, enfin qu'on connaît par Fardine, mais Rajhi, le cas qui déclarait la CAF nous a habitués à ce genre de décision. L'instance peine toujours à se défaire de certains dysfonctionnements, notamment ce qui se passe dans les coulisses. Alors qu'on nous accuse de kaoulassa depuis le début et même après la fin de cette compétition. Je suis d'accord, parce que je voulais dire, il faut, si vous voulez, confirmer notre attachement à l'équité sportive, tout en dénonçant, les dysfonctionnements et appeler à la réforme disciplinaire de la CAF. Parce que finalement, je ne pense pas que cette commission soit formée par des magistrats, par des juges, comme dans toute n'importe quelle fédération européenne, hein, à l'UEFA. N'importe quelle fédération, espagnole, française, italienne, anglaise, allemande, etc., etc., leurs commissions de discipline, elles sont formées par des magistrats, elles sont formées par des juges. Voilà, donc ça c'est très important aussi. Et après, bon, étant donné que nous sommes un pays moteur dans le développement du football africain, hein, au niveau des infrastructures, le championnat, l'accueil de compétitions, le soutien à d'autres fédérations, je dirais que il faudrait aussi que ces alliances diplomatiques peuvent servir à faire pression pour plus de transparence et une réforme des instances aussi. Est-ce qu'elle est prête à être réformée, cette Confédération africaine de football, Lino Bako? A priori, ça sera difficile. Mais un jour ou l'autre, il va falloir y arriver. Et puis, il faut qu'il y ait une pression aussi de la part de la FIFA. La FIFA doit intervenir aussi. Parce que le président de la FIFA, M. Infantino, ne veut pas se limiter à un seul tweet ou ça s'appelle X maintenant. Bon, pour moi c'est toujours tweet. Bon, il a tweeté, voilà, c'est un scandale. J'espère que la CAF prendra les mesures qui s'imposent. Les mesures qui s'imposent, c'est quoi? Vous vous rendez compte? Non, mais c'est surtout que maintenant, si une équipe africaine a besoin de se rafraîchir, elle peut quitter le terrain et revenir. Maintenant, de toute façon, je crois que c'est une première qui peut-être ouvrira la porte à d'autres actions semblables. Et ce qui est scandaleux, c'est que, en troisième point, hein, à la fin justement des décisions, réclamation de la FRMF. Alors, tout est parti de la réclamation de la FRMF. Le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la Fédération relative à des violations alléguées par les articles 82-84. Enfin, mais c'est incroyable. Oui. L'équipe sénégalaise a quitté le terrain. Et là, c'est du déni. Alors, la CAF, elle ne reconnaît même pas le fait qu'à un certain moment, les joueurs du Sénégal ont quitté le terrain. Très bien. C'est tout simplement scandaleux. Voilà, scandaleux, déséquilibré, injuste, mascarade, ça c'est quelques termes que j'ai gardés de votre réponse, Lino Bako, et je pense que tous les Marocains aujourd'hui sont encore sous le choc au surlendemain de cette décision du jury disciplinaire de la CAF. On ne s'attendait même pas à voir... J'ajouterai un mot, si vous me permettez. Bien humiliation. Sûr. Humiliation. Moi, je me sens humilié. Humiliation. Beaucoup se sentent humiliés, Lino Bako, d'autant plus qu'on a tout donné. On a vraiment donné beaucoup pour la réussite de cette CAN, pour donner cette image du football africain qui puisse redorer le blason du sport africain, pour aussi renvoyer cette image de civisme, de générosité, cette image aussi de progrès, il faut le dire, socio-économique, de progrès en termes d'infrastructures, etc., etc. Et puis voilà qu'on se retrouve quand même, comme vous le dites, humilié, déçu, privé d'un trophée dans des conditions abracadabrantes, privé de notre droit de réclamer justice à travers ce jury disciplinaire. Vous faites bien de préciser que ce ne sont pas des magistrats, c'est un jury qui a donc décidé d'infliger en plus des sanctions à nos joueurs. Achraf Hakimi, Saïbari, $100 000. C'est à peu près la même chose dont a écopé le coach sénégalais qui a, on le rappellera jamais assez, qui a lui sorti l'équipe du terrain. Bref, Hicham Ben Saïd Alaoui, j'aimerais bien vous entendre aussi par rapport à cette décision que personne n'attendait.
Oui, tout à fait, Khadija. Je pense que personne n'attendait ce niveau, même si moi, personnellement, mes attentes n'étaient pas forcément stratosphériques, malheureusement, du fait d'un certain nombre de précédents en la matière. Je dirais qu'il y a un certain nombre de choses qui ont vraiment interpellé ma conscience en d'espèces, parce que le fait qu'il n'y ait pas de sanctions sportives, à savoir le retrait d'un trophée à une sélection qui a induit ces comportements absolument incompréhensibles, tout simplement parce que si nous faisons la somme des sanctions pécuniaires qui ont été infligées, le jury, je pense que ce n'était pas leur visée, mais en tout cas le message qu'on peut en lire, c'est que s'il est question de 715 000 $ très précisément, il est possible d'user d'un certain nombre de subterfuges pour influencer un arbitre, pour influencer un adversaire, pour influer sur un cours de match, et ça va aboutir à ça. Et qu'est-ce que 700 000 $ à l'aune comparé à ce qu'est une coupe et son retentissement pour tout un pays. Donc déjà le fait qu'il n'y ait pas de sanctions sportives, à savoir le retrait de la coupe, est absolument inaudible pour moi. En rajoutant même que les soi-disant sanctions sportives, c'est-à-dire les suspensions, sont applicables uniquement aux compétitions CAF, ce qui fait qu'on est en train de nous dire que par exemple le sélectionneur sénégalais, que le monde entier a vu vouloir inciter ses joueurs à sortir du terrain, il s'est même excusé pour ça, il pourra disputer très doctement et très benoîtement la prochaine Coupe du Monde, ce qui pour moi est absolument inaudible. Autre sujet qui m'a interpellé, certes le président de la commission de discipline, qui est sénégalais, a été récusé pour des raisons très compréhensibles, il a été remplacé par sa vice-présidente, mais en revanche, puisque c'est la commission qui se réunit à l'année sur tous les débats, on peut penser décemment, sans remettre en cause la probité de qui que ce soit, qu'il y a des liens quand même entre les membres. Et peut-être que, vu que le conflit va opposer deux sélections africaines, peut-être même que la CAF aurait dû se poser une sorte d'incapacité à se prononcer et automatiquement peut-être escalader la décision finale vers le TAS ou vers la FIFA, parce qu'on demande à cette commission. C'est ce que disait aussi, justement, dans son autre déclaration, si on peut la projeter, de Ferdinand, disait c'est au niveau de la FIFA ou du TAS que la situation aurait été différente. Donc... Ah oui, mais différente, clairement, parce que moi, quand je lis le verdict et que je vois que nos juristes et nos responsables fédéraux ont pris le temps de bien lire les règlements pour citer l'article 82, l'article 84, et je vois 0 chiffre à part des amendes, c'est-à-dire 0 numéro d'article, 0 référence. Moi, ce qu'on m'a enseigné sur les bancs d'université, c'est qu'une décision de justice est à minima caractérisée et qualifiée. Sinon, elle est un peu vide de sens. Et ça, on appelle ça un vice de procédure, un vice de forme. Donc là, en l'espèce, me répondre par une assertion, non, ce n'est pas recevable, sur le recours sportif opposé par notre fédération, est absolument inaudible là encore. Autre sujet qui m'a beaucoup interpellé, vous avez d'un côté un sélectionneur qui est censé représenter la maturité, le recul, etc., face à un joueur qui est jeune. Et vous me dites qu'un sélectionneur qui demande à ses joueurs de sortir prend 5 matchs, un joueur qui retire une serviette, il faudra qu'on m'explique cette passion autour de la serviette, et là, pour le coup, j'ouvre une parenthèse, très certainement notre joueur n'aura certainement pas un prix Nobel pour cette initiative de prendre une serviette parce que c'était pas glorieux, c'était pas la plus grande inspiration de sa carrière, on dira, mais qu'on m'explique pas qu'un sélectionneur qui incite ses joueurs à sortir et qui, indirectement, très certainement de manière involontaire, va mettre en péril un certain nombre de personnes parce qu'il y a eu une réaction très très grave de la part de supporters sénégalais, il prend à peine 40% de plus en termes de suspension qu'un joueur qui a retiré une serviette. Si Pablo Nathiao prend 5 matchs, on ne m'explique pas que le fait de retirer une serviette vaut 3 matchs. Ça, c'est complètement inaudible là encore, en termes d'échelle de gradation. Et donc, moi, pour conclure, s'il n'y a pas de retrait du trophée sur la base de l'article 82 au Sénégal, s'il y a des sanctions pécuniaires très comparables entre les deux fédérations, alors que le débat est bien évidemment autrement plus grave du côté de nos adversaires, qui demeurent un peuple frère, un peuple ami, une fédération frère, sœur, ça, il n'y a absolument aucun débat dessus. Si on m'explique que les membres qui se sont prononcés n'ont fait référence à aucun article de loi, si on m'explique que les membres qui sont prononcés ont peut-être été un petit peu embêtés par le fait que c'est la 8e nation mondiale par rapport à la 12e nation mondiale, c'est les deux forces vives de l'Afrique, et donc forcément ils étaient un petit peu gênés à se prononcer. Et si on m'explique enfin qu'il n'y a pas d'échelle de gradation entre des sanctions sur des actes qui n'ont absolument rien de comparable, c'est autrement plus grave de l'autre côté. Typiquement, il y a quand même Ismaël Sébaré qui s'est excusé 3 fois auprès d'un gardien de but, qui a eu quelques gestes très discutables. Le gardien de but adverse n'a rien. Oui. Et Sébaré a 3 matchs, plus 100 000 $.
Là, honnêtement, je suis un peu perdu. Donc, pour moi, j'attends avec impatience la fin de cette étape africaine au niveau de la CAF pour passer au TAS, où je pense que nous aurons peut-être un peu plus de répondants juridiques. Mais si rien de cela n'est fait avec ces deux standards de la justice sportive aujourd'hui, quelle réaction du Maroc vous voyez? Je vais commencer peut-être par Lino Bako et je vous adresserai peut-être la même question que se posent beaucoup de Marocains aujourd'hui. Lino Bako. Comme je disais tout à l'heure, il faut rester, je dirais, il faut, je dirais, ne pas être dans les motifs. Hein. Donc, il faut réagir comme on a souvent très bien réagi. Hein. Même non, mais vis-à-vis de la CAF, Lino Bako, vous pensez qu'on doit réagir de la même manière comme ce qu'on a toujours fait, alors que nous sommes en train de subir cette injustice? Oui, je pense que oui. C'est aussi, c'est ce que nous indique aussi Sa Majesté le Roi, hein, que Dieu le glorifie, dans les deux lettres hein, qui ont suivi la finale de la CAN. Et il nous demande de rester africain, de rester pour l'africanité, pour le dialogue sud-sud. Certes, nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, et il le dit. Hein, donc, aujourd'hui, le Maroc pèse, je dirais spécifiquement, il pèse davantage aux yeux du monde entier. Moi, dans mon personnel, il m'arrivait de voir des matchs sur une télévision italienne, sur une chaîne italienne, où on a dit que le tiers-monde, c'était l'Italie, au point du football, au niveau des stades. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a gagné. Après, bien sûr, sur le plan sportif, c'était autre chose. Mais il faut y aller avec les moyens qu'on a. Donc, il faut aller d'abord à la commission d'appel et puis on verra bien. Et si ça ne marche pas, on va au TAS. Et là, le TAS, là, voilà, je pense qu'au TAS, on devrait avoir gain de cause. Voilà. Je ne dis pas qu'on ne refera peut-être pas le match. Je ne dis pas qu'on va enlever le trophée, on va le donner au Maroc. Mais au moins, le Sénégal sera privé d'un titre. Et ça, c'est la moindre des choses pour moi. Hein. Okay. Et comme je le disais tout à l'heure, je le rappelle, la FIFA a un rôle à jouer aussi. Quelle est la réaction justement de la FIFA après ce verdict-là? J'aimerais bien le savoir. Un petit tweet d'Infantino le lendemain qui regrettait la tournure des événements après le match et le débordement. Et que c'était ça la réaction de la FIFA à travers. Oui, son président. Mais quelle est la réaction même d'Infantino là, après justement le verdict? On la connaît pas la réaction encore. Non, il n'y en a pas. Et moi je pense en tant que patron du football marocain, hein, du football mondial, il se doit de réagir. D'autant plus qu'il était là, hein, donc il était présent. Absolument. Hicham Ben Saïd Alaoui, un commentaire. Moi, je dirais, je verrais le débat en 3 actes. Le premier, mais ça n'engage que moi, je souhaiterais tout d'abord apporter mon soutien le plus désintéressé, le plus pur et le plus parfait à notre Fédération royale marocaine de football pour l'excellence du travail réalisé. C'est notre 2e finale de Coupe d'Afrique depuis 2004. Et si on parle même techniquement, c'est la 2e finale de Coupe d'Afrique de notre histoire. Parce que certes en 76, donc nous avons gagné, mais c'était une formule différente avec une poule. On ne va pas parler de la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, on ne va pas parler de la Coupe du Monde U20 remportée, de la Coupe d'Afrique U17 remportée, des 2 finales de Coupe d'Afrique féminine que nous avons disputées. Pour certaines, nous avons très largement pu titiller l'or jusqu'à des décisions arbitrales très, très controversées de la part de l'arbitre. Donc déjà, dans le contexte actuel, j'aimerais très sereinement remettre les choses dans l'ordre et apporter mon soutien à l'équipe fédérale pour l'excellence du travail qu'elle a réalisé tout au long de ces années, les remercier très sincèrement, avant tout en tant que citoyen marocain, en tant que passionné de foot. Mon deuxième sujet, je pense qu'il faut suivre les pistes juridiques avec la CAF, qu'on ne soit absolument pas pris en défaut sur un quelconque vice de forme ou vice de procédure. Ça n'engage que moi, je ne suis personne, mais j'ai vraiment envie qu'on pousse le raisonnement juridique jusqu'au bout, à savoir faire appel sur les différentes juridictions, parce qu'en l'espèce, pour moi, encore une fois, je ne suis personne, ces décisions ne sont pas audibles, ne sont pas recevables, je les vis comme un camouflet, pas parce que nous avons fauté, mais parce que l'instance qui a pris ces décisions m'a pas forcément convaincu. Et le troisième sujet, je pense qu'on doit revenir
à la lettre du cabinet royal et bien entendu rappeler que tout ceci c'est du sport, c'est du football et que j'aurais très bien pu avoir maille à partir avec un compatriote marocain sur tel ou tel club de foot, telle ou telle discipline, que ça ne remet nullement en cause l'excellence, la sécularité de nos relations. Ça, il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas besoin de rappeler de Non, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'on pense sérieusement à revoir cette gouvernance dans cette Confédération africaine de football? Parce que quelle image, c'est ce que défend le Maroc. Le Maroc défend le rayonnement de l'Afrique. Dit rayonnement, dit plus de transparence, c'est-à-dire au-delà de l'infrastructure, etc. Mais c'est aussi une gouvernance qu'on renvoie aussi au monde Hicham Ben Saïd Alaoui. Oui, il ne faut pas se laisser faire par l'émotion, même si c'est très difficile, ça dépasse le foot. Hein. Mais on est face aujourd'hui à un grave problème de gouvernance. Et quand allons-nous sortir de ce trap, de ce piège dans lequel on se retrouve en tant qu'Africains vis-à-vis du regard mondial? C'est-à-dire on va rester le continent de la corruption, des coulisses, quand même c'est handicapant hein, pour le continent et aussi pour le Maroc parce qu'il fait partie du continent, factuellement. Alors là, je suis d'accord. Le piège dans lequel je pense que nous ne devons pas tomber, l'écueil, c'est d'oublier que nous sommes africains. Moi, je suis africain, je suis très fier d'être africain. Nous assumons les côtés positifs, les côtés négatifs. Et notre CAF, qui a pu produire quelques sélections comme le Nigeria, comme le Cameroun, qui ont été champions olympiques, qui sont allés très loin dans le mondial. Le Maroc n'en parlons même pas. Il a le parcours le plus important. Ce n'est pas forcément au Maroc de faire le Don Quichotte et, à mon avis, de vouloir changer les choses. Il y a une instance super partes qui est au-dessus des confédérations continentales, qui s'appelle la FIFA. La FIFA voit ce qui se passe. La FIFA voit un communiqué d'un jury disciplinaire qui ne cite aucun article de loi, qui se base sur des assertions. On aurait très bien pu dire le contraire. Et de toute façon, c'est pas étayé, c'est pas argumenté. On balance des barèmes de chiffres. Pourquoi 300 000 $? Pourquoi pas 200 000 $? Pourquoi une serviette vaudrait 200 000 $, par exemple, 100 000 $ fois 2? Donc, c'est tellement ubuesque que, effectivement, j'aurais été la FIFA, je me serais penché longuement sur le verdict et je me serais dit, il y a certainement des choses à faire. Je ne vais pas parler de mise sous tutelle, mais je dirais que certainement que la FIFA, qui a un benchmark, qui est l'UEFA par exemple, avec ses compétitions de clubs, avec ses compétitions masculines et féminines, parce que là nous parlons de la CAN, nous ne parlons même pas d'une compétition de clubs organisée par la CAF, où il n'y a pas de Youth League, il n'y a pas de Coupe d'Afrique des jeunes, il y a encore des matchs qui se jouent sans voir, il y a des matchs qui se jouent à 13 heures au Congo en plein été. Il y a encore beaucoup de choses très très discutables, et je pense qu'il est temps que la FIFA se penche sérieusement sur ce continent, qui tout simplement est le relais de croissance. À horizon 2050, 40% de la planète devrait être africaine. C'est le relais de croissance, c'est là où il y a de la passion et là où il y a de l'engouement. En Europe, c'est des populations qui sont appelées à décroître et dont l'âge moyen est très élevé par rapport à l'âge moyen, à l'âge médian africain. Donc, si la FIFA veut, pour la pérennité de son sport, avoir des vrais relais de croissance, je pense qu'elle doit se pencher sur cette confédération qui mérite tellement mieux. Mais j'allais dire, malheureusement, dans certains pays africains, c'est à l'image de pas mal d'autres choses où vous avez des pays qui ont tout, qui ont de la jeunesse, qui ont des matières premières, qui ont des idées, qui ont du volontarisme et qui n'y arrivent pas. Donc là, pourquoi le foot jurerait dans le contexte ambiant dans certains pays africains? Il n'y a aucune raison, malheureusement. Et là, merci Hicham. On doit rester droit dans nos bottes, on doit être fiers de ce que nous faisons et on doit pousser le raisonnement juridique jusqu'au bout. Merci Hicham Ben Saïd Alaoui. Mes remerciements vont aussi à Lino Bako. Merci pour l'ensemble de vos éclairages sur cette question de la CAF. Nous fermons ce chapitre pour ouvrir celui de ces tristes inondations qui frappent le nord de notre pays depuis quelques jours. Face à la crise, l'intervention est rapide, directe et opérationnelle. Les forces armées royales ont été mobilisées en urgence pour porter assistance aux habitants de Qsar el-Kbir, notamment donc touchés par les graves inondations, et ce, suite aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, donc instruction royale pour porter assistance Rachid Boufous, et aussi pour... Il faut rappeler aussi que notre gouvernement a tenu une réunion ce matin même, une réunion d'urgence, une réunion de crise pour les réponses immédiates à cette situation inédite que vit Qsar el-Kbir. D'abord un mot sur Qsar el-Kbir. Pourquoi aujourd'hui la ville est sujette à ces inondations? Tout d'abord, j'exprime ma compassion vis-à-vis des victimes de ces inondations, et je salue notamment toutes les autorités
donc provincial, à leur tête le gouverneur de l'Arèche, mais aussi c'est Mohamed Simo, président de la commune de Qasr el-Kbir, qui était présent sur était présent, oui, effectivement. Justement, avec toutes les autorités donc, de la protection civile, de l'armée, vous l'avez dit, de la police, de la gendarmerie, etc., pour essayer justement de sensibiliser la population et de leur demander d'évacuer leurs logements, notamment les rez-de-chaussée qui sont... Parce qu'il y a une remontée d'eau aujourd'hui, ce qu'il faut savoir... On l'a vu, hein, c'est intéressant, on l'a vu dans des vidéos. Et j'ai bien aimé aussi cette comparaison de quelqu'un sur X qui disait on a l'impression de voir quelqu'un dans l'État de Louisiane qui sort à la rencontre de la population, qui appelle la population à déjà à se déplacer, de ne pas rester dans les zones à risque, et aussi qui est présent sur le terrain. Oui, justement, il est dans son rôle. Et justement, il a démontré un haut degré de civisme et de citoyenneté, parce qu'on l'a souvent décrié sur les réseaux sociaux avec ses déclarations, parce qu'on le prend pour quelqu'un d'analphabète, d'illettré, etc. Mais il a démontré un haut degré de civisme, justement en appelant les populations à plus de prudence, et il était là 24 heures sur 24 sur le terrain, avec les autorités, bien sûr, provinciales, ce qui dénote aujourd'hui qu'il y a une prise de responsabilité, enfin de conscience collective importante, et justement pour éviter qu'il y ait le moins de dégâts humains possible. Les dégâts matériels, ils peuvent toujours être remboursés, etc. Mais on ne peut pas remplacer les dégâts humains. Donc c'est pour ça que moi j'estime que le gouvernement doit déclarer donc l'état d'urgence naturelle, enfin des catastrophes naturelles, pour qu'on puisse justement actionner tous les mécanismes d'assurance, notamment qui sont liés, d'indemnisation donc de toutes ces populations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bassin donc du Gharb, enfin de Sbou et de Loukos, c'est d'abord, ils sont situés, c'est des terres basses qui sont situées vraiment dans les piémonts de ce qu'on appelle le château d'eau du Maroc. Donc toute la chaîne du Rif, donc dans la région de Chaoun, etc., il y a des précipitations qui vont de 800 mm jusqu'à 1200 mm par an, alors que la moyenne nationale est de 500 mm par an, donc de précipitations. Donc toute cette eau, donc elle dégouline, elle vient donc sur ces terres basses. Et bien sûr, nous avons construit un certain nombre de barrages, d'accord, notamment le barrage de Oued Makhazine, notamment le barrage de Louhda, etc. Mais le problème, c'est que quand il y a des problèmes météorologiques en mer, d'accord, l'eau n'arrive pas à s'écouler naturellement vers la mer, d'accord, parce qu'il y a justement ces tempêtes en mer, et ce qui fait qu'il y a des inondations. Et ce qu'il faut savoir que ces inondations surgissent à un moment où il y a de très fortes précipitations dans un temps vraiment très court. Donc ça suppose qu'il faut un travail justement pour endiguer ces inondations. C'est possible de le faire. Le Maroc le fait, mais ce n'est pas encore suffisant parce qu'il faut injecter beaucoup d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque mondiale avait fait une étude entre 2010 et 2020. Elle avait estimé que le Maroc perdait jusqu'à 450 millions de dollars par an en dégâts justement liés aux inondations. Et le Maroc doit investir une enveloppe d'à peu près 40 milliards de dollars sur les 15 prochaines années à raison de 2,6 milliards de dollars par an pour justement renforcer la reforestation donc des berges, les endiguements des oueds, créer des bassins d'orage, créer des barrages collinaires, créer aussi des voiries filtrantes, des nous plantés le long des routes pour qu'elles permettent justement d'absorber cette eau. Donc c'est un grand travail d'investissement à faire. L'État fait beaucoup, mais il faut qu'il prenne vraiment en compte ces problèmes d'inondation qui sont récurrents. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1960, on a eu 7 grandes inondations au Maroc, dont 3 sont survenues justement dans ce double bassin de l'Gharb-Loukos. Oui. Donc c'est quelque chose qui survient de manière récurrente, donc il faut prendre en compte cela, et on l'a vu dernièrement avec Asfi, on l'a vu avec un certain nombre de choses, et on le voit aujourd'hui avec le Nord. À Chefchaouen aussi, voilà, la situation est très délicate, et nos pensées vont aussi aux habitants de la région. Vous avez parlé des victimes, ce sont les sinistrés, hein. Il n'y a pas eu de victimes, tout à fait. Juste pour préciser. Tout à fait, C'est Rachid. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand même le barrage de Louhda, qui est le plus grand barrage du Maroc, avec une retenue de plus de 3 milliards de
de mètres cubes d'eau, a pris presque 600 millions de mètres cubes en quelques jours. Donc c'est quelque chose d'impressionnant. Et on nous parle encore de fortes précipitations. Donc il faut que les gens fassent très attention. Et les gens qui peuvent aller vers d'autres douars moins sinistrés ou qui peuvent aller sur d'autres villes, ils doivent absolument le faire. Il faut évacuer les régions comme à le risque. disent, et suivre surtout les consignes des autorités locales. Oui, en effet, l'implication personnelle des élus locaux, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va voter pour eux. C'est avec un mot de politique qu'on va clore cet épisode du débrief. La politique, bien sûr, cette semaine, c'est le RNI et ce candidat unique. Je voudrais revenir avec vous, Mostafa Sahimi, sur cet extrait du communiqué du parti, donc du Rassemblement national des indépendants. Le bureau politique précise que conformément au statut et au règlement intérieur du parti, une seule candidature a été enregistrée à l'issue du délai légal, celle de Mohamed Chouki, actuel président du groupe parlementaire du RNI à la Chambre des représentants. Commentaire, Mostafa Sahimi. Rapidement, ceci. Nous sommes le vendredi 30 janvier. Dans une semaine a lieu un congrès extraordinaire du RNI, le 7 février, à Jadida. Pourquoi cet agenda ? Le président du RNI sortant, le 11 janvier dernier, a dit qu'il n'allait pas solliciter un nouveau mandat. Il était en fonction depuis octobre 2016 et donc ça faisait 2 mandats. L'agenda normal de ce congrès du RNI, c'était avril 2026. Voilà le parti de la Colombe qui se réunit et qui décide, comme vous l'avez dit, de ne présenter qu'un seul candidat, donc pour succéder à M. Aziz Akhnouch. Alors, le profil de M. Chokri est intéressant. D'abord, c'est un excellent profil, il est diplômé d'Al-Akhawin. Voilà quelque chose qui vous fera plaisir. Bien sûr. Voilà. Ensuite, je ne relie pas ma communauté. J'ai rien dit. Bien. Et d'ailleurs, ils ont de très bons profils, la preuve est devant vous. Ensuite, c'est un excellent manager, il est banquier, financier, investisseur. Donc, moi, j'ai eu le plaisir de le connaître personnellement. Il est président de la commission des finances de la Chambre des représentants. Il était donc un rôle extrêmement important. La difficulté pour lui est d'abord celle-ci. Comment passer de ce profil de manager, banquier, etc., à un profil de chef de parti, surtout dans un contexte particulier où il n'aura pas le temps de faire ses classes, puisque nous sommes dans une année électorale. Il a grandi aussi dans une famille politique. Oui, c'est vrai. Oui, mais son père était parlementaire. Oui, mais il y a la particularité de la situation de 2026. Il va être adoubé et élu donc le 7 février dans un contexte préélectoral et électoral avec les élections législatives de septembre 2026. La difficulté est celle-ci, comment entretenir le moral des troupes, comment galvaniser les énergies, les potentialités, tenir des meetings, aller, comme l'avait fait Aziz Akhnouch, faire des tournées dans tout le royaume et dans tous les territoires. C'est une première interrogation. Deuxième interrogation, ça pose le problème du renouvellement des élites au sein du RNI. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la candidature unique fait qu'on a fermé évidemment le volet d'autres candidatures, alors que tout le monde sait que dans ce parti, il y a beaucoup d'ambitions, déclarées ou non, qui sont là, qui piaffent d'impatience, qui grognent, etc. Donc ça sera intéressant de suivre un peu comment vont se dérouler ces assises du 7 février pour ce qui est du RNI. Exact. Donc ce congrès extraordinaire du parti. Merci beaucoup, Mostafa Sahimi. Merci à vous. Merci, c'est Rachid. Merci. Toujours un plaisir de vous accueillir, monsieur. Sur cette émission touche à sa fin. Bonne soirée et surtout, très bon week-end à tous.